Alors aujourd'hui, on plonge dans ce qu'on appelle les mondes indiens. Imaginez un peu, une région qui rassemble un quart de toute l'humanité. D'un côté, une unité géographique et historique très forte, et de l'autre, des divisions, des déchirements profonds. La grande question, c'est comment tout ça peut bien tenir ensemble. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et la première question qui se pose, c'est comment on nomme un endroit pareil, un endroit où vit un quart de l'humanité. Franchement, c'est plus qu'une simple question de géographie. C'est un vrai défi pour saisir cette mosaïque incroyable de peuples, de langues, de religions, une richesse absolument folle. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, on va s'appuyer sur un concept, celui de quasi-continent. On entend souvent parler de sous-continent indien, mais ce terme est parfois mal perçu, un peu péjoratif. Quasi-continent, c'est une proposition du géographe François Durand d'Astès, et ça exprime beaucoup mieux l'idée. L'idée d'une masse terrestre immense, unifiée, presque un continent en soi, avec sa propre histoire, sa propre géographie. Alors, pour commencer, regardons ce qui fait l'unité de ce territoire. On va voir comment la géographie elle-même a soudé cette région. C'est assez simple à visualiser en fait. Prenez une immense péninsule en forme de triangle. Au nord, vous avez l'Himalaya, une muraille naturelle, quasiment infranchissable. Et de chaque côté, l'océan Indien. C'est cette géographie très particulière qui a permis de façonner une civilisation vraiment à part, qui a vécu assez isolée du reste du monde pendant des siècles. Et cette citation de Frédéric Landi, elle résume tout parfaitement. La Chine et l'Inde se sont presque toujours tourné le dos. Pourquoi? À cause de cette barrière himalayenne, justement. Du coup, les marchands, les échanges, tout ça passait par la mer, pas par la terre. Ça a créé des liens très forts avec l'Asie du Sud-Est, beaucoup plus qu'avec les voisins directs. On voit bien là comment la géographie a littéralement dicté le cours de l'histoire. Et pour vraiment saisir à quel point cette barrière himalayenne est brutale, il faut regarder ce qui se passe sur le glacier de Siachen. C'est un conflit entre l'Inde et le Pakistan, sur le plus haut champ de bataille du monde. Mais là-bas, l'ennemi numéro 1, ce n'est pas l'autre soldat, c'est le froid, c'est l'altitude. 80% des pertes indiennes sont dues à la météo. La nature tue beaucoup plus que les balles. Ça donne une idée du caractère absolument extrême de cette frontière. Ok, donc on a vu l'unité géographique. Maintenant, on passe à une autre force unificatrice. Une force historique cette fois, celle qui a imposé une unité politique et administrative à toute la région. Et cette force, bien sûr, c'est l'Empire britannique. L'histoire est assez connue, ça commence avec des marchands, la fameuse Compagnie des Indes orientales, mais très vite, le commerce se transforme en conquête. Le tournant, c'est la révolte des Sipahis. Juste après, en 1858, la couronne britannique prend le contrôle direct. C'est le début du Raj. Et le Raj, d'un côté, unifie tout ce territoire, mais en même temps, il sème les graines de la division. Des divisions qui vont exploser de la manière la plus tragique qui soit lors de la partition de 1947. Et cet héritage du Raj, il est encore visible partout aujourd'hui. Je veux dire, la démocratie parlementaire, le système juridique, l'anglais comme langue commune, et même, eh oui, cette passion nationale pour le cricket. C'est vraiment un héritage complexe, à double tranchant. D'un côté, des outils de modernité, et de l'autre, des structures qui ont été mises en place pour la domination coloniale. Forcément, ça continue de provoquer des débats très, très vifs. Bon, on a parlé géographie, on a parlé histoire, maintenant il faut parler des gens. Parce que la diversité humaine de ce quasi-continent est juste stupéfiante. Un chiffre, juste un chiffre, 1,8 milliard. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça veut dire. 1,8 milliard d'habitants, c'est quasiment un quart de la population mondiale. Et cette densité humaine absolument incroyable, c'est vraiment la clé pour comprendre toute la dynamique de la région, ses défis comme son potentiel. Regardez ce graphique. En 1950, on était à environ 450 millions de personnes. Aujourd'hui, 1,8 milliard. La population a été multipliée par 4 en un peu plus de 70 ans. C'est une explosion démographique comme on en a rarement vu. Et derrière ça, il y a des questions vertigineuses. Comment nourrir tout ce monde? Comment les éduquer, leur trouver un travail? C'est le défi majeur de la région. Mais alors comment est-ce possible d'avoir une telle densité de population depuis si longtemps? Eh bien, les sources décrivent une sorte de boucle qui s'auto-alimente. C'est assez fascinant. Tout parle de la riziculture intensive qui permet de nourrir énormément de monde sur de petites surfaces. Du coup, ça favorise une forte densité de population. Cette population, c'est la main-d'œuvre nécessaire pour les grands travaux comme l'irrigation. Et pour organiser tout ça, il faut des États forts, qui eux-mêmes vont encore booster la production agricole. C'est un système qui tourne comme ça depuis des siècles. Après la démographie, il y a une autre dimension absolument cruciale pour comprendre cette région, c'est la religion. C'est une mosaïque de confessions et c'est à la fois une source de richesse culturelle incroyable
et, on va le voir, de tensions très actuelles. Ce tableau donne une bonne vue d'ensemble. On voit que chaque pays a une religion majoritaire, bien sûr. L'Inde, majoritairement hindoue, le Pakistan et le Bangladesh musulmans, le Sri Lanka bouddhiste. Mais ce qui est peut-être le plus important à noter, ce sont les minorités, qui sont souvent très importantes. Prenez l'Inde, 80% d'hindous, d'accord, mais c'est aussi le 3e pays musulman de la planète en nombre d'habitants. C'est cette complexité-là qui a à la fois une richesse immense et malheureusement une source de tension. Et pour bien comprendre comment ça se traduit concrètement, on va se concentrer un instant sur le cas de l'Inde. C'est un exemple frappant de la manière dont les identités religieuses et politiques peuvent créer des lignes de faille, de vraies fractures au sein de la société. Pour ça, il faut revenir sur une affaire qui est devenue un cas d'école, l'affaire Shabano, en 1985. C'est l'histoire d'une femme musulmane, répudiée, qui demande une pension alimentaire. La Cour suprême indienne lui donne raison en s'appuyant sur la loi laïque. Mais ça provoque un tollé chez de nombreux responsables musulmans. Et là, le gouvernement de l'époque fait marche arrière et annule la décision de la Cour. Pour les mouvements nationalistes hindous, c'est un tournant. Ils y voient la preuve que le gouvernement cède aux minorités et ça va devenir un de leurs principaux arguments pour galvaniser leurs partisans. Et cette affaire s'inscrit dans une montée en puissance plus large du nationalisme hindou. On voit sur cette frise les étapes clés. Ça commence dans les années 60 avec des associations culturelles, puis dans les années 80, la mobilisation s'accélère autour d'un point de crispation, la mosquée Babri à Ayodhya. La campagne pour la remplacer par un temple culmine en 1992 avec la destruction de la mosquée par des militants. C'est un choc immense, un vrai tournant qui va paver la voie pour l'arrivée au pouvoir du BJP, la branche politique de ce mouvement, en 2014. Et face à ces violences, cette citation du journaliste Joe Sacco est glaçante. Il dit, en parlant d'une émeute, que c'est l'archétype de ce qui s'est produit auparavant et de ce qui se reproduira très certainement. En gros, il nous dit de ne pas regarder ces événements comme des accidents isolés, mais plutôt comme les symptômes d'un mal plus profond, un schéma qui se répète. C'est une idée assez sombre, mais sans doute nécessaire pour comprendre la suite. Et ce schéma a connu un pic de violence terrible en 2002 dans l'État du Gujarat. Le point de départ, c'est un train transportant des pèlerins hindous qui est incendié. Ce qui suit, c'est une vague de représailles d'une violence inouïe, des pogroms anti-musulmans qui éclatent dans tout l'État. Les sources de l'époque rapportent des faits extrêmement graves, des milices armées qui auraient utilisé des listes électorales pour cibler leurs victimes, et une police qui serait restée passive, voire complice. Le bilan final est effroyable. On estime qu'il y a eu environ 2000 morts et 125 000 personnes déplacées. Alors avec tout ça, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on en revient finalement à notre paradoxe de départ. Ce quasi-continent, on l'a vu, a été forgé par la géographie et par l'histoire. Mais aujourd'hui, son avenir sera-t-il défini par ce qui l'unit ou par ce qui le divise ? C'est toute la question. Les tensions politiques, les fractures religieuses sont bien réelles et menacent cette unité. L'avenir de cette région, et donc l'avenir de près de 2 milliards de personnes, va dépendre de la capacité des peuples qui y vivent à dépasser ce qui les divise pour construire quelque chose en commun. C'est une question qui, bien sûr, reste totalement ouverte.